écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans notre podcast Histoire les amis, nous sommes avec Mustafa Kadeli. Salut Mustafa. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl c'est un mythe dans l'histoire du Maroc. 54 ans de règne, on parle de 1000 enfants, on parle d'un bâtisseur, on parle d'un homme à la volonté de faire, on parle d'un homme qui a terrorisé les esclaves européens, qui aurait eu des visées sur la fille de Louis XIV. On ne sait pas très bien dans tout ce que je viens de te raconter qu'est-ce qui est le mythe, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est les échos de la littérature européenne et qu'est-ce qui est avéré et qui vient de chez nous. Donc tu es là pour nous éclairer à travers ce long règne, je le répète, 54 ans. Tu as un gros travail aujourd'hui et je vois que tu as pris des notes. Le mythe des 1000 enfants, c'est une légende, c'est rapporté par quelques historiens, bien sûr. Mais au fait, non, il y a quelqu'un qui précise qu'à un moment donné, il avait recensé une trentaine de garçons et filles, donc c'est pas... Commençons par le début. Alors il arrive au pouvoir en 1672. Oui. Il succède à son frère, Moulay Rachid, absolument. C'est ça. Dans quel état en fait, dans quel type d'environnement il s'impose comme étant cet homme à la volonté de faire? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'imposer? Moulay Rachid, achève l'unification de l'ensemble du Maroc sous l'autorité des Alaouites qui sont venus de Chijlmas, de Tafilalt. Mais c'est encore fragile, parce que il n'a pas visité toutes les régions qui composent l'empire, comme on l'appelait à l'époque. Donc Moulay Ismaïl arrive, il avait 26 ans, il était adjoint au khalifa de son frère Moulay Rachid dans la ville de Fès. Excuse-moi, tu parles d'empire. Quels sont les contours de cet empire à cette époque-là? Ça correspond à quelle zone? On a dans les chroniques qu'il Moulay Ismaïl, le pays qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, dont la capitale était Meknès, dépassait un lieu toponyme, d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, ils disent Oued Nil. Mais c'est pas le Nil de Mesr. C'est le Nil de Znaga, le Sénégal. Parce que les grandes rivières, on les appelait Nil dans les manuscrits. Donc le fleuve dont tu nous parles là, en l'occurrence, c'est le fleuve Sénégal. C'est le fleuve Sénégal. Et donc l'empire marocain. Peut-être le fleuve Niger. Et je pencherai plus pour le fleuve Niger qui est encore beaucoup plus grand. Parce que dans la chronique, il dit son royaume dépasse le fleuve du Nil. Donc peut-être se dépasse Timbuktu comme d'habitude jusqu'à Gao, parce que c'est un peu le cœur du commerce transsaharien qui était toujours un élément très fondamental et très important pour n'importe quelle dynastie qui s'est installée au pouvoir au Maroc. Alors là, quand tu nous parles de cet empire, tu nous parles de cet empire à l'arrivée de Moulay Ismaïl, c'est-à-dire quand il prend la place de son frère Moulay Rachid décède. Oui. Moulay Ismaïl prend le pouvoir. À 26 ans. À 26 ans. Et cet empire qui est immense que tu nous décris correspond au début de son règne ou à la fin de son règne? Non, c'est lui qui arrive, qui en fait l'extension, en tout cas par la reconnaissance du truc, parce que c'est une histoire de reconnaissance par les tribus, par les gens qui représentent le pouvoir local, etc. Par des expéditions militaires, comme par reconnaissance son combat. Ça arrive un peu partout au Maroc. Il fait des expéditions dans le Fazaz, dans l'Anti-Atlas, dans le Sahara, dans le Tafilalt, même Tafilalt. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'installe au pouvoir, il a deux concurrents. Un frère, Moulay al-Harran, et un neveu, Ahmed Ben Mherz, qui le concurrence. C'est la famille. C'est la famille qui le concurrence et qui essaie, par exemple, Ahmed Ben Mherz prend Marrakech à un moment donné. Moulay Ismaïl, il était obligé de venir avec son armée et faire un siège. Et donc cette histoire avec Ahmed Ben Mherz dure à peu près 10 ans. Il disparaît dans le désert, il revient, il disparaît, il revient. C'est le début du règne? C'est le début du règne, absolument. Donc il a affaire à des concurrences ou à des contestations? Parmi les membres de sa famille. D'accord. Et il va les mater? Oui, à force d'expéditions militaires, comme il va faire un peu partout. C'est-à-dire, il va dans l'oriental, il va dans le Tafilalt avec son neveu, il va dans le Fazaz, c'est-à-dire le Moyen Atlas, il va vers le Sahara, il envoie même jusqu'à ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire Nil, mais à un moment donné, je crois, ça peut durer 10, 15, 20 ans. Il avait même libéré l'Araïch, si on se souvient, l'Araïch que le fils d'Ahmed al-Mansour avait vendu aux Espagnols, etc. C'est à l'époque de Moulay Ismaïl que l'Araïch et Asila ont été libérés, il a assiégé, il a eu également Tanger, des Anglais qui l'occupaient, qu'ils ont détruite et puis qui sont partis pour se rattraper un peu plus tard sur Gibraltar.
Ces dangers qui étaient à leurs yeux, parce que c'est histoire de contrôler le passage des détroit. Sur le détroit de Gibraltar. Détroit de Gibraltar. Donc on a dit l'Alayesh, c'est là, etc. Et puis surtout, c'est par une armée d'un chef qui s'appelle Al-Qaïd Ali Ben Abdallah, qui est son fils Ahmed Ben Ali Rifi, c'est comme ça qu'elle est connue dans les chroniques, et qui était une sorte aussi de ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui, à partir de Tanja ou de Tétouan, recevait les consuls, les ambassades, etc., avant éventuellement de les convoyer sur surface ou de traiter avec eux au niveau du nord sans qu'ils aient besoin d'arriver par là. Alors on reste sur ces conquêtes militaires, enfin, ou en tout cas c'est la stabilisation du pouvoir. On peut dire que Moulay Ismaïl était un grand guerrier ou un grand militaire, on peut dire ça? Comme tous les sultans, c'est-à-dire faire la notion de harka, faire le déplacement dans l'espace, est un élément constant dans l'histoire du Maroc. Tous les sultans avaient cela presque comme activité. On a ça avec Sidi Mohamed Ben Abdallah par exemple, ou Moulay Slimane. Je veux dire, ça bougeait déjà entre les deux capitales, Fès et Marrakech. Ça, c'est d'une manière continue, mais aussi à travers l'Empire. Vous savez, pour Moulay Ismaïl, il a poussé à un moment donné jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara algérien. Il y avait les Turcs qui occupaient le nord et la côte. Il y a eu une confrontation avec les Turcs. Plusieurs reprises. Mais en tout cas, jusqu'à Touat, Gourara, etc. Et puis bon, ça ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, ces zones-là. Donc ils n'étaient pas inclus dans leur pouvoir, mais en même temps c'était leur marche sur le Sahara parce qu'ils avaient besoin également de commerce transsaharien. C'est une histoire de compétition sur la maîtrise et le contrôle des circuits du commerce transsaharien, beaucoup plus qu'une sorte de possession de la terre. Au cœur de ces conquêtes militaires, il y a l'armée. Bien sûr. Et je crois savoir, enfin j'ai lu quelque part qu'il avait structuré une armée, modernisé une armée, recruté une armée, enfin fait tout un système militaire, disons, on peut dire moderne. Moderne par rapport à son époque, oui. Sauf qu'il n'y a rien de nouveau parce qu'il n'avait fait au fait que reprendre ce que le Mansour, le Saadien, avait laissé. Et paraît-il, c'est le fils d'un ancien grand administrateur, si on peut utiliser le terme de l'époque de Mansour, qui propose à Moulay Ismaïl de récupérer le cahier de l'armée d'Ahmed Mansour le Saadien pour en faire la base d'une armée de ce qu'on appelle les esclaves. Alors là, il y a beaucoup de débats et de polémiques sur est-ce que c'est des esclaves ou pas des esclaves, etc. Puisque le terme Abid al-Bukhari, par rapport à Sahih al-Bukhari, sur lequel on dit non, il jurait sur Sahih al-Bukhari. Non, c'est pas, on jure sur le Coran, on jure pas sur Sahih al-Bukhari. Par contre, Sahih al-Bukhari, c'était comme une sorte de talisman. Il mettait dans une copie dans une petite sacoche qu'il suspendait, que les soldats suspendaient. On a cette tradition, ça peut être Sahih al-Bukhari, comme ça peut être Dala'il al-Khayrat de al-Jazuli, qui est un petit peu une sorte de basique de l'ensemble des confréries religieuses. Donc les gens, les guerriers, les soldats, les gens des tribus ou de l'armée du sultan, etc., avaient l'habitude de porter des sacoches. D'ailleurs, quand on les regarde, ils ont toujours des cordelettes des deux côtés, une pour l'arme blanche et l'autre pour une petite sacoche qu'on mettait sur le côté de petite taille et dans laquelle on mettait une copie de l'un des deux, soit Sahih al-Bukhari, soit Dala'il al-Khayrat de Sidi Ben Slimane al-Jazuli. Donc c'est une sorte comme talisman, je veux dire un objet de protection, puisqu'il contenait que les hadiths du prophète, quelque chose de sacré, etc. Et donc comme une sorte de tbarid, comme on dit, quoi. Et puis protecteur. On raconte qu'il a réquisitionné ou enrôlé de force tous les Marocains noirs. Alors, c'est le fils de cet agent qui a travaillé avec Saadine qui propose, et il lui donne carte blanche, effectivement, de récupérer tous les descendants des gens qui étaient sur le Kunnash, sur le cahier de l'époque de Al-Mansour. Et donc, il fait une tournée un peu partout, effectivement, pour les récupérer. Mais les récupérer pour en faire des soldats. C'est-à-dire pas pour les esclavagiser, mais pour en faire des soldats, un corps d'armée. Mais pourquoi c'était important d'avoir ceux-là et pas d'autres? Non, la suggestion est venue de cet ancien haut fonctionnaire de l'époque saadienne. Et on va rappeler que les Saadiens, c'était eux-mêmes inspirés des Ottomans. On va utiliser le terme, le métaphorique des janissaires. On en a parlé comment le Bacha Jodar avait manigancé les problèmes entre les enfants de Mansour. Et c'est le Bahr, comme on dit d'une manière générale,
le Bahr et le Daya, cette armée professionnelle de janissaires qui n'ont pas d'attache tribale, etc., vont faire exactement la même chose avec les enfants de Moulay Ismail. D'accord, ça c'est la suite, c'est un spoiler. On va rester sur l'organisation de l'armée parce que, pareil, j'ai lu toujours sur l'organisation de cette armée qu'il y avait également une prise en charge des enfants de ces militaires. Tout à fait. Qui étaient formés eux-mêmes au métier de l'armée pour les garçons et au métier traditionnellement réservé aux femmes à l'époque pour les filles. Tout à fait. Et que très vite... Qu'il les mariait. Voilà, et que très vite s'est retrouvé avec... plus de 150 000 personnes. Absolument. Qui étaient à l'époque une énorme armée, une énorme organisation avec une véritable discipline et une formation très jeune. Il faut y ajouter les 25 000, surtout les renégats, les prisonniers qu'on avait pris, ce que les pirates. Ah oui, on va pirater. Et Moulay Ismail avait fait de ce secteur un monopole de l'État, donc du sultan. Ce qui fait Qu'est-ce qui est un monopole? Tout ce que les pirates pirataient sur mer était revendu au sultan lui-même. D'accord. Donc il n'y avait pas de marché parallèle, il n'y avait pas personne n'avait le droit de s'accaparer parce que aussi c'est un élément de diplomatie, de relations extérieures. Un élément de pression, les captifs européens. Absolument. On ne peut pas vraiment parler d'esclavage, c'est plutôt des otages. C'est des deux côtés, hein, parce que les Européens également, ils ne faisaient pas dans le détail, parce qu'ils pirataient les nôtres également. Non, bien sûr, mais là, j'essaie juste de rappeler, parce qu'on en a parlé dans un podcast consacré à la piraterie, que ces captifs européens étaient un élément de diplomatie, de pression sur les gouvernements européens, d'échange, de négociation. Tout à fait. On est dans ce monde-là, quoi. Tout à fait. Mais les enfants, en général, quand ils arrivent en bas âge, sont éduqués un petit peu comme ce qui est le cas pour les enfants des Abid al-Bahr, de l'armée d'Al-Bahr. C'est-à-dire qu'ils sont également élevés dans des métiers. Quand ils deviennent adultes, ils sont mariés, sont d'abord convertis. Se convertissent. Bon, ils arrivent. Ce que tu appelles les renégats. C'est ce qu'on lit. Voilà, ceux qui ont renié leur religion de base, enfin d'origine. Et donc, pareil, ils s'ajoutent à cette armée de 150 000 hommes qui était composée au fait on dit le Bahr et l'Udaya. L'Udaya, c'est également générique. Paraît-il, c'est le nom d'origine de l'île du tribu aujourd'hui dont on a du mal à trouver trace. Et on dit l'Oudi, qui faisait partie des tribus qui habitent le Sahara, jusqu'à la Mauritanie, pratiquement. Il y a les Blabiches. Les Blabiches, c'est des fractions tribales originaires de Ma'aqil, qui sont aujourd'hui on peut les trouver depuis la zone de Marrakech, le house de Marrakech, jusqu'à Timbuktu. C'est-à-dire, c'est des éléments composés de différentes tribus, soit Ma'aqil, Hilal, Sulaim, qui sont incorporés dans un corps qu'on va appeler le Daya d'une manière générique, puisque, paraît-il, c'est le grand groupe qui va constituer l'ossature de cette armée qu'on va appeler le Daya. À côté, il y a le Bahr, qui sont à l'origine des Noirs, descendants des gens qui étaient dans l'armée de Mansour Sadi, et qui deviennent des soldats de métier, donc une sorte de janissaire, mais c'est absolument pas l'esclave dans le sens où on le connaît de point de vue européen avec tout ce commerce triangulaire avec les Amériques. Cette organisation militaire et administrative va permettre à Moulay Ismail d'avoir une maîtrise de l'espace. Absolument. Et de gérer un État. On peut dire ça comme ça. Dans la capitale et Meknès. Surtout que une partie de cette armée est dispatchée dans des grands casernements, par exemple dans la région du Gharb, Mshra Armal, à côté de Meknès, etc. Mais surtout dispatchée dans différentes casernes un peu partout sur le territoire. Jusqu'à ce que la légende puisse dire qu'on pouvait voyager de Oujda jusqu'au Sahara sans que personne ne vous demande où allez-vous. Parce que aussi il a installé un système de punition où les chefs de caserne étaient responsables des actes qui se passent sur leur territoire. D'accord. C'est-à-dire, si quelque chose se passe, c'est le chef de la caserne qui paye. Et donc, il fallait absolument qu'ils fassent leur boulot. Et du coup, par le système de punition, etc., les coupeurs de route, etc., ce problème-là était résolu d'une manière radicale. On parle d'une période où il y avait une certaine sécurité et une population marocaine qui avait traversé des années d'instabilité, de guerre civile, parce qu'on parle également de moments où il y a la peste. Cyclique. Voilà. Donc cette stabilité, il en a tiré les bénéfices par rapport à la population en tout cas. Oui, mais le problème des révoltes ne s'arrête pas là parce qu'il était challengé par les membres de sa famille, son frère et son neveu. À un moment donné, l'un de ses fils le challenge, Ahmed Al-Alim, qui était gouverneur de Taroudant. Ça c'est après son neveu et son frère.
Après son neveu et son frère. Il y a la deuxième vague de contestation interne qui... Son propre fils. Son propre fils. Et comment il va gérer le problème? D'une manière radicale. Le fils veut prendre la place du père. Donc il envoie lui envoie l'un de ses frères, et puis ils se battent, et puis il est fait prisonnier, et puis il le punit. En tout cas, c'est le frère qui lui coupe les pieds et les mains pour qu'il meure plus ou moins rapidement. Je veux dire, c'est le fils qui challenge le père. Le père, qu'est-ce qu'il va faire avec le fils qui veut le challenger? C'est la règle du jeu. On parle d'un homme dur, hein, on parle d'un homme qui, selon la légende, appliquait les châtiments lui-même. Lui-même, je sais pas. Les chroniques, quand même, ils nous présentent le personnage de différentes manières. D'abord sur ce qu'il avait fait. On dit même que la ville de Meknès, comme il l'a faite lui-même, je veux dire, il a nul part, son équivalent au Mashriq, chez le force au Rome, etc., puisque c'était grandiose. Les étables des chevaux, paraît-il, ça dépasse la capacité d'une sorte d'un millier, avec un système d'organisation, dont même pour l'abreuvoir des chevaux, des lihri, c'est-à-dire des espèces de réservoirs où il stockait la nature, le système d'irrigation, parce que le système de plantation également d'oliviers qui était immense à son époque, les fortifications, les murailles, le palais, les mosquées, l'agrandissement de la Médina, la construction d'un nouveau quartier pour les juifs, les prisons, les prisons, la fameuse prison d'ailleurs qui est une sorte de cave où il y avait les coupeurs de route, enfin les criminels de droit commun marocain, et où dormaient les captifs qui travaillaient dans les œuvres, les grandes œuvres, parce que les captifs ne mangeaient pas, ne dormaient pas. D'ailleurs... Comment ça, ils ne dormaient pas? Je dirais, ils ne sont pas là pour manger et dormir uniquement. Ils travaillent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, sinon... C'est des travaux forcés. Non, mais déjà, j'ai une question, excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Mais pourquoi Meknès? Parce que dans tous les podcasts histoire qu'on a diffusés, on avait un Maroc dont la capitale oscillait entre Fès et Marrakech. Absolument. Avant d'être rapatrié à Rabat par Lyautey, je pense. Mm-hmm. Et Meknès, donc c'est la ville, à ce jour, qui est connue, la cité ismaélienne. Donc pourquoi Moulay Ismaïl s'est installé à Meknès? Ça lui a plu pour son air, paraît-il, pour la nature, l'air, l'eau, la qualité de l'eau. Il avait des qualités qu'il avait appréciées personnellement. C'est une très ancienne ville. Elle date d'avant l'islam. La ville, elle est très ancienne. Elle est renouvelée avec les Almoravides, les Almohades, les Mérinides. Mais elle reste dans une taille petite puisqu'elle ne fut pas une capitale impériale, même si elle a toujours été une sorte de capitale régionale. Mais en tout cas, d'après les chroniques, c'est pour son bon air, pour sa terre, pour la qualité de ses eaux. On parle d'un bâtisseur, puisque il paraît qu'il supervisait lui-même les travaux et qu'il châtiait les mines qui ne faisaient pas bien leur travail. Est-ce que c'est un fantasme, ça aussi, ou c'est une réalité? Les chroniques, on en a plusieurs. Je veux dire, les contemporains, entre les contemporains et ceux qui ont repris sur les contemporains, et surtout aussi pour les légendes, y compris les légendes que ses propres fils ont construit sur lui. Mais ça reste bien sûr une sorte de sultan qui supervisait quand il avait le temps les choses lui-même pour voir de ses propres yeux par rapport aux dimensions qu'il voulait avoir. Mais surtout, il était souvent aussi en expédition. Donc, ça doit être un passe-temps histoire de faire le tour du propriétaire sur les lieux. Mais sinon, c'était des malmines avec des travailleurs et des malmines qui sont envoyés par les tribus, par les villes, chacun dans son domaine, y compris pour la main-d'œuvre de base, les mulets, les ânes, etc. C'était vraiment une sorte de moment des grands travaux. Donc, qu'il fasse le tour du propriétaire, comme on dit, pour histoire d'en avoir le cœur net, etc., ça c'est complètement normal. Mais, à mon avis, il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, pour l'histoire, cette histoire de Bab Mansour La'alij, qu'on attribue à ce Mansour qui était un renégat, qu'on surnomme comme tel, La'alij, parce que c'était quelqu'un qui avait un savoir-faire, mais quand on voit l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire c'est tout le matériel, c'est les malmines, peut-être c'était l'ingénieur ou l'architecte si on peut utiliser le terme moderne, mais les malmines, c'est les malmines du Maroc, parce que c'est une porte. On n'a pas l'habitude de mettre du gellige sur les portes. Il a une porte avec gellige et puis avec un design c'est peut-être la taille de la porte qui est européenne, entre guillemets. Par sa taille, par rapport aux autres, non, on a de toutes les dimensions. On en avait de toutes les dimensions dans l'histoire, en tout cas, les grandes et les petites. On va parler 2 minutes des pirates qui ont terrorisé l'Europe, la Méditerranée,
et L'Atlantique. l'Atlantique. Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, voilà, on a parlé des raids jusqu'à Reykjavik en Islande, on a parlé de pirates perdus dans la Tamise en Angleterre, on a parlé beaucoup de choses comme ça dans un podcast qui leur est consacré. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'au Moulay Ismail, plutôt que de les combattre, parce qu'ils étaient quand même une puissance dans la puissance, va les utiliser. Oui. Et il va en faire une sorte d'armée de marine marocaine, quoi. C'est les enfants qui grandissent. Parce que je crois que ceux qui étaient pris adultes, bon, certains ont repris leur liberté, mais surtout les enfants, parce que les marins, c'est les renégats, c'est-à-dire c'est des gens qui se convertissent d'eux-mêmes, qui proposent leur propre service eux-mêmes. Mais les enrôler, c'était pas facile puisque c'est délicat. Alors, on ne peut pas leur faire confiance non plus pour qu'on les laisse dans la nature pour qu'ils travaillent pour lui. Mais les enfants qui grandissent, ils sont introduits dans l'armée. On a des mémoires de quelques-uns. Hein. On a une Hollandaise qui tenait la taverne des Européens à Meknes, c'est-à-dire même captifs, ils avaient le droit à la pratique de la religion et même une taverne, cette dame hollandaise une consommation d'alcool, tu veux dire? Absolument. D'accord. Pour ces captifs, on a une captive, j'ai oublié le nom, qui était des Pays-Bas. Mais le meilleur des captifs qui nous a laissé un document extraordinaire, Thomas Pellow, il est arrivé enfant. Il a grandi, il était enrôlé dans l'armée du sultan et il a vécu jusqu'à peu près 1737 au Maroc. Donc il nous raconte, de son point de vue bien sûr, quelques faits auxquels il avait assisté et qu'il a vécu lui-même. Mais c'est un document ethnographique, si je voudrais, extraordinaire, avec toutes les exagérations qui vont avec. Mais c'est d'ailleurs une des grandes limites qu'on peut avoir quand on étudie, de façon superficielle, Moulay Ismail, c'est qu'une grande partie de la littérature vient de captifs européens. Ou de gens qui ont traversé, qui ont une période de captivité, et donc on a une vision souvent européenne. D'ailleurs, quand France 2 a consacré un reportage à Moulay Ismail, ils l'ont appelé le roi soleil marocain. Parce qu'il était contemporain de Louis XIV. Voilà. Il y a toujours la comparaison ou la vision occidentale qui, dans la littérature, en tout cas sur Internet, prévaut, quoi. En tout cas, pour les captifs, il n'y en a pas des masses. À ma connaissance, je crois qu'il y en a 3 qui ont laissé leurs écrits. Surtout celui de Thomas Pellow. Mais ils sont repris partout. Il est épais. Ils sont repris partout. Bien sûr, l'éditeur même, je veux dire, arrange un petit peu le récit pour qu'il soit exploitable sur le plan commercial, y compris le pub. Mais pour les Européens, c'est une source d'information. En tout cas, on a ces missions chrétiennes qui venaient pour négocier le rachat des captifs, comme il disait, et donc qui nous ont laissé des écrits également de leur propre point de vue pour qu'ils puissent aussi donner une image de ce Maroc, de ce sultan, etc. Mais pour Louis XIV, pour le roi Soleil, c'est très curieux, mais en même temps c'est normal. Ça relève de la géopolitique de l'époque. Par exemple, lors du siège de l'Arèche, la marine française se pointe pour donner un coup de main aux Marocains. Contre les Espagnols. Contre les Espagnols. D'accord. Parce qu'on revient à ces histoires de jeux de damier. En Europe. En Europe, et vis-à-vis de nous, on est là, on est à 3. Les Ottomans, qui dominent une large partie, et puis le Maroc, et puis l'Espagne qui est très puissante, et le Portugal qui sont très puissants au niveau des conquêtes américaines, et les deux conquérants à côté, la France et la Grande-Bretagne, qui se jouent un petit peu de ces alliances, et ils essaient d'avoir le Maroc de leur côté. D'où cette ambassade de Ben Aïcha, on raconte beaucoup de légendes sur ça. C'est une mission diplomatique comme il y en avait tant entre les deux parties. C'est une histoire d'alliance, c'est une histoire de concordance de point de vue sur les problèmes communs. On va revenir à Abdallah Ben Aïcha, c'est ça? L'ambassadeur. Voilà, qui a commencé comme lui corsaire, pirate. Oui, voilà. Oui, aussi. C'était quelqu'un qui a commencé et terminé comme corsaire, selon Madame Zien dans son podcast, et qui entre-temps, a été diplomate de Moulay Ismail et envoyé à la cour de Louis XIV, donc à Versailles, pour une mission diplomatique. Tout à fait. Et cette mission diplomatique n'a pas reçu l'accueil espéré du côté de la cour de Louis XIV, c'est bien ça? On dit beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une histoire de traité parce que, figurez-vous, par exemple, que pour les prisonniers, par exemple, ces accords diplomatiques, par exemple, pour la Grande-Bretagne, le sultan, à un moment donné, interdisait totalement la capture des Britanniques. Parce qu'il avait un accord avec Il y avait un accord. Les Américains, pareil, on n'a jamais eu de captifs américains. Et il a des accords. Quand il y a des accords avec les pays concernés, les Hollandais également, quand leurs bateaux sont piratés, ils cherchent à négocier pour avoir la paix, donc en échange de paiement comment dirais-je, des espèces de redevances, et en échange, etc. Alors, ceux qui ont obtenu pour leur grade à l'époque, c'est surtout les Espagnols, des Portugais. Parce que
La cicatrice de la Reconquista est toujours présente. La Reconquista, Ceuta et Melilla, le voisin, l'ennemi intime, je veux dire, quand on voit les missions d'ailleurs qui viennent, c'est en général les franciscains français. Bon, c'est pour ça que par revanche, que les Espagnols obtiennent pour leurs franciscains un édit du pape pour qu'ils représentent la religion chrétienne au Maroc. Et ça a duré jusqu'à l'époque coloniale. Quand Lyautey arrive, il se trouve face à un problème que l'Église a, a donné aux franciscains espagnols le culte chrétien au Maroc. À l'époque, les captifs, et après, ça se développe à Tanger, dans les ports. Dès qu'il y a une colonie européenne qui s'installe, pour le culte, c'est les franciscains espagnols. Et donc, ils négocient pour que ce soit pour les franciscains, clair, mais pas les Espagnols. Et donc là, c'est pour ça que les franciscains français ont eu la hiérarchie de l'Église au Maroc, à commencer par la cathédrale de Rabat jusqu'au plus bas de l'échelle des paroisses. Revenons à ces rapports avec la France. Moulay Ismaïl a demandé la main de la fille de Louis XIV. C'est ce que les gens disent. Tu as l'air sceptique. C'est quand même, oui. Parce que vu le nombre de légendes qu'on raconte sur lui, sur beaucoup d'autres sultans, je veux dire, entre la légende, le mythe, la réalité, etc., j'ai l'air complètement sceptique, oui. Parce que d'abord, vous savez, ces histoires de mécréants, d'ailleurs, quand les chroniqueurs, il reprend Mahdia, il reprend l'Alaych, il reprend Sela, il reprend Tanja, les chroniques rapidement, c'est comment traduire le terme? C'est l'impureté qui est chassée dans notre terre. Donc, demander la main d'une impure, ça semble douteux. Ça semble très douteux, à mon avis. Peut-être Ibn Aïcha lui a fait des descriptions où lui-même était à force de voir les Européennes, puisqu'il était pirate lui-même. Mais bon, peut-être elle était subjuguée devant la beauté de la fille du roi. C'est une fille illégitime qui a été légitimisée. La légende raconte aussi que Louis XIV lui aurait envoyé des horloges pour faire passer le refus de sa mission diplomatique. Ça aussi, mythe, réalité, on ne sait pas. Je suis incapable en l'état des documents, mais en tout cas, je maintiens toujours que ces histoires de légendes me laissent un petit peu pantois. Surtout parce que le mariage, c'est une institution très forte et très sacrée. Et surtout, c'est une histoire d'alliance. Et une alliance à vie, si j'ose dire. Parce qu'un mariage, ce n'est pas qu'une union entre deux personnes à l'époque, surtout les mariages de cour. Et vous savez que toute l'histoire d'Europe est traversée par les histoires d'alliance des monarchies entre elles. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est une affaire de famille quasiment. Absolument. Donc, qu'un mariage, qu'une idée, aucun projet de mariage s'installe entre les deux monarchies, ce n'est pas à la limite, on dirait, de personnes qui tombent amoureux éventuellement et qui veulent se marier. Mais je voyais ce mariage, ou cette proposition de mariage, comme une proposition d'alliance. Hein. Je ne la voyais pas comme une affaire personnelle. Mais l'alliance était déjà là, puisqu'ils font le geste d'aider les Marocains pour le siège de l'Alaych. Donc, c'est un gage de bonne volonté. Il faut rappeler que cette histoire d'Europe est une histoire d'alliance par mariage entre les différentes monarchies. Et comme tu disais, jusqu'à la Première Guerre mondiale, un petit peu, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de relations tendues ou détendues des pays européens. Donc jusque-là, ce que la France soit en relation stratégique par mariage avec le Maroc, ce n'est pas évident vu le contexte européen. Ensuite, la France avait bien montré, dès le départ, des gages de bonne connivence avec le Maroc, puisqu'ils aident les Marocains lors du siège de l'Alaych contre les Espagnols. Donc là, ça peut se comprendre par la compétition des Européens sur les Amériques, les Français, les Britanniques, les Espagnols et les Portugais, d'une part, les Ottomans qui étaient là et que les Européens de l'Ouest en avaient peur, bien sûr, et ils essayaient au maximum d'essayer de neutraliser le Maroc dans tout cela pour qu'il puisse se concentrer sur ce grand Turc, comme il l'appelait, et qui était une puissance qui commençait quand même à cette période de Moulay Ismaïl à baisser de force et d'intensité dans son jeu diplomatique au niveau de l'Europe. D'ailleurs, l'un des sultans, Mustapha, je crois, contemporain de Moulay Ismaïl, il lui envoie une ambassade pour lui demander c'est fait une sorte d'arrêter les escarmouches qui se passent au niveau du sud de l'Algérie ottomane, parce que justement, il était très occupé dans beaucoup de révoltes en Europe centrale et il ne pouvait pas se tenir plusieurs guerres en même temps. D'ailleurs, le fils
l'un des fils de Moulay Ismail qui était gouverneur de l'Oriental, qui a un petit peu ignoré ça, on ne faisait pas attention. En tout cas, il avait fait des incursions chez les Ottomans et son père l'avait puni parce qu'il était lié par ce traité qu'il avait fait avec le sultan ottoman suite à cette ambassade. Et le fils, n'a pas respecté ou n'a pas fait attention. Donc, du coup, il ne voulait pas avoir des problèmes. D'ailleurs, ça a eu des retombées puisque les Ottomans ont essayé de faire bouger aussi, par exemple, l'Ibn Iznasen, que ces révoltes à plusieurs reprises, mais c'est à chaque fois des histoires par les Ottomans qui essaient également de déstabiliser un petit peu, de montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose si on n'arrête pas de notre côté. Moi j'ai une question, quand on voit la puissance de l'Empire ottoman, donc qui pousse du côté européen vers l'Autriche quasiment, la Yougoslavie actuelle, la Hongrie, qui pousse du côté africain vers la Libye, jusqu'à l'Algérie, l'Algérie, donc jusqu'au Fezzan, pour contrôler le commerce transsaharien également. Qui a une puissance également maritime, qui a un empire. Qu'est-ce qui les a empêchés de pousser vers l'ouest jusqu'au Maroc? Ils ont tenté depuis la fin des Mérinides, Ouattacides. Quand les Saadiens au début remontaient par le sud, ils ont essayé de soutenir les derniers Ouattacides, sans succès. Ils l'ont fait avec le père de Mansour, qu'ils ont tué. Shir. Ils l'ont fait plus tard avec Moulay Ismail, par exemple, parce que l'une des dynasties avant les Alaouites, on avait parlé de Dallaïyin et de Smlaliyin. Quelques Dallaïyin se sont réfugiés à Tlemcen. Ils ont essayé de revenir sur scène avec l'aide des Ottomans. Donc les Ottomans, ils essayaient à chaque fois de pousser, etc. On dirait aujourd'hui dans le vocabulaire actuel de déstabiliser. Oui. Et il ne faut pas oublier que quand même l'Algérie n'était pas une conquête militaire ottomane. C'est l'histoire des deux pirates, les deux frères Arrouj et Barbarousse, qui déclarent allégeance au sultan ottoman et qui les aident. Je veux dire, c'est pas une armée ottomane qui arrive et qui occupe les côtes et qui rentre et qui occupe le pays. Ensuite, ils organisent cela par des villes capitales. On dit le Dey d'Alger, le Dey de Ouahran, le Dey de Titri, le Dey de Constantine, c'est-à-dire quelques représentants, 4 gouverneurs, chacun avait une petite portion, mais ça n'incluait même pas la montagne de ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie ou les Ouases. Plus des comptoirs ou des espèces de comptoirs avec des casernements, justement, qui étaient un petit peu au niveau des positions, au niveau du dire, mais tout en gardant un œil sur le commerce transsaharien qui traversait le Sahara, mais ils ne contrôlaient pas le terrain lui-même. Alors le commerce transsaharien, c'est d'abord une captation, mais surtout une séduction, une attraction par la politique des prix, par la politique des services, pour que cela puisse passer là-bas beaucoup plus qu'une menace militaire ou une conquête militaire, loin de là. Quand je t'entends parler de Moulay Ismail, et j'ai eu la même impression quand tu nous as parlé de Ahmed Mansour Dehbi, des alliances avec les Français pour déstabiliser les Espagnols, des conquêtes, de repousser militairement les comptoirs espagnols, négocier avec les Turcs pour leur laisser les mains libres vers leur autre front. On a quand même l'impression qu'à cette époque-là, dans la géopolitique méditerranéenne, le Maroc a un grand rôle. J'ai envie de dire, pour utiliser un néologisme, on a l'impression qu'il joue dans la cour des grands. D'où cette impression est-elle fausse? Il n'est pas fausse. Il fait partie de la géopolitique, en tout cas, de l'ensemble des États qu'il y a. Sauf que nous sommes au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est les prémices de beaucoup de changements dans l'histoire d'Europe. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui commence à se passer d'abord par le déplacement de ce commerce transméditerranéen, transsaharien vers le transatlantique. Ce commerce transatlantique a fait perdre beaucoup de choses au commerce transsaharien et au commerce transméditerranéen. Ensuite, les Européens... C'est-à-dire le grand axe qui était nord-sud via le Sahara se transforme en un axe naval vers l'Amérique, c'est ça? Vers l'Amérique et surtout aussi vers les côtes ouest-africaines. C'est-à-dire les Européens commencent à mettre pied à organiser l'esclavage et également à commercer sur les produits également. Et donc, ils achetaient directement ce que nous, on leur vendait. Ils nous ont court-circuité. En quelque sorte. Donc c'est là que commence d'ailleurs Moulay Ismail. Il donne une attention très particulière au commerce transsaharien et il essaie de contrôler toutes les routes sur la côte atlantique, par Timbuktu, par le Touet. Parce que ce commerce justement commençait à baisser et les Européens le faisaient directement. Ils étaient dans la traite de l'esclavage. Ils ont
participé à un grand changement dans les prémices, c'était à ce moment-là, et je crois que c'est là que peut-être il y a des éléments de réponse sur l'évolution politique et économique du Maroc par rapport à l'évolution politique et économique en Europe. Il ne faut pas oublier que les mouvements nationalistes en Europe commencent en 1848 avec le Printemps des peuples, et l'éclatement des grands empires qui ne correspondaient plus à un moment donné de l'histoire avec les prémices de la révolution. La révolution industrielle, l'exploitation des mines, l'apparition de nouvelles sources d'énergie, l'industrialisation de beaucoup de produits comme le coton, la canne à sucre, le tabac. Également 3 nouveaux produits sur lesquels les Européens vont construire quand même leur fortune, plus l'accès à l'or qui se trouvait dans les Amériques, qui se trouvait en Afrique, qui faisait partie de ce commerce transsaharien et transméditerranéen, qui faisait partie des richesses que le Maroc commerçait. Donc là, on peut comprendre l'équation par une très nette diminution des ressources liées au ce commerce transsaharien, et en même temps le développement de l'accumulation de quelque chose qu'on va appeler l'accumulation du capital, qui va donner la suite avec la révolution industrielle et le développement. Et c'est là que l'écart se creuse entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu le podcast que vous avez fait avec le Tayyip Biyad sur nos voyageurs, nos visiteurs, nos diplomates quand ils partaient là-bas. C'est-à-dire comment ils regardaient ce monde, comment ils rapportaient ce qu'ils regardaient sur ce monde, et comment ils montraient leur allergie à ce monde, alors que peut-être il y avait beaucoup d'envie, mais les circonstances faisaient qu'ils en parlaient un petit peu d'une manière comme c'est quelque chose à repousser, jusqu'à ce qu'on soit mis devant le fait accompli avec la conquête coloniale, et on n'avait plus le choix. On a parlé de Moulay Ismaïl, le bâtisseur, le militaire, le conquérant, également l'homme politique. Est-ce que cette période de Moulay Ismaïl, très longue, on va rappeler plus de 50 ans de règne, a correspondu à une activité intellectuelle ou à une effervescence culturelle? Qu'est-ce qu'on retient de cette période? En tout cas, on a pas mal de documents qui datent de l'époque, qui ont été écrits à cette période, et sont très nombreux, soit les chroniques, c'est classique, les historiens, comme plusieurs, on a plusieurs documents, on a même des documents, je veux dire, presque détaillés au jour le jour, comme une sorte de brouillon d'un Tarikh Taïf al-Ribati. Et aussi, on a, pour beaucoup, on a eu le dernier grand intellectuel de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire l'héritage de l'époque médiévale, qui était pour nous des espèces de lumière qu'on n'a pas pu transformer. C'est quelqu'un qui s'appelle Hassan Ben Msaoud Liyoussi. Il est mort vers 1714, je crois. Hassan Ben Msaoud. Hassan Ben Msaoud Liyoussi. D'accord. Parle-nous de C'est Sidi Hassan, d'ailleurs, il est enterré à côté de Sfro, parce qu'il est originaire de la tribu du Haythussi. Lui, c'est un, comment dirais-je, vous savez, avec la fin de la dynastie d'Ilaït, dans le Moyen Atlas, et on avait cette dynastie, Moulay Rachid détruit la Zawiya, mais il fait pas de mal à cette famille qui régnait à un moment donné. Et il les transfère à Meknas, Fès, certains même sont allés jusqu'à Tlemcen. Et parmi les gens qui étaient connectés à cette famille, c'est ce Alim, qui était très grand Alim. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé beaucoup d'ouvrages. D'abord. Sur quel sujet? Sur tout. Bien sûr, la théologie, mais il avait un style extraordinaire d'écriture. Pendant la période d'Ilaït, rien ne le distingue, il est là, il est connu, il a fait des études un peu partout, il a enseigné, mais Moulay Ismaïl l'invite à venir à Fès enseigner Al-Qarawiyyin, alors qu'il n'a jamais fait d'études là-bas. C'est un détail peut-être, mais qui a son pesant en or. On n'est pas obligé de passer par Al-Qarawiyyin pour être un grand alim dans l'histoire du Maroc. D'accord. Ensuite, dans une lettre à Moulay Ismaïl, il cite Aristote. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il cite Aristote vis-à-vis d'Alexandre, parce que dans une lettre de Nasiha, il conseille le souverain. Conseille le sultan, bien sûr. Alors que bon, il a un héritage d'Ilaït un peu tendu, je veux dire, mais bon, il se soumet, il fait allégeance, il reconnaît le sultan, etc. Mais il critique quand même. Mais il garde ce rôle de conseil. Il parle de la justesse, de la justice, il parle de la politique fiscale, il parle de la paix qui règne, il parle des choses de l'État, et comme s'il fait des remarques sur des choses qui vont pas. Il parle de désarmement de tribus, comme Moulay Ismaïl avait fait subir aux tribus, sauf qu'il lui dit, mais c'est les tribus qui gardent les côtes. Alors si vous désarmez les tribus, et si les étrangers attaquent nos côtes, bon, notre armée ne serait pas suffisante pour le faire. Et donc, il y a un alim du XVIIIe siècle qui cite Aristote, mais ce monsieur n'existe pas dans le manuel scolaire avec son livre qui s'appelle Muhadarat.
Risala al-Kubra, Risala al-Soghra. Ces risalettes sont adressées au sultan. Oui, Risala al-Kubra, il est Kubra parce qu'il est Kubra par sa taille. Risala al-Soghra, il est petite par sa taille. Mais en tout cas, lui et ses collègues de la famille d'Ilaït qui sont connus par le nom al-Mesnaoui vont nous donner une école, ce qu'on appelle l'école de Fès, qui a émergé à l'époque alaouite parce que tous les ulama qui sont apparus entre le 18e, cette période de Moulay Ismaïl, et après, sont le fruit de cette famille des Dilaïtes qui était connue par Imsnaoun, les savants tamazights, et qui porte le nom de Msnaoui, dont faisait partie ce monsieur qui s'appelle Hassan Ben Msaoud Liussi, qui a vécu très longtemps et qui était lumière de son époque. Je dis, quand il discute cette ishkaliyat al-aql wa al-naql, alors comment traduire la raison et le copiage ou la raison, L'imitation. l'imitation, absolument. Et ben à un moment donné, il écrit comme ça texto, il argumente tellement qu'à un moment donné, ashab al-naqli arbiya. Donc avoir quelqu'un comme celui-là dans le programme scolaire de philosophie au Maroc de cette période, que malgré tout ce qu'on dit sur Moulay Ismaïl, sa méchanceté, etc., je veux dire, il y avait un savant, il y avait un grand intellectuel de l'époque qui était un petit peu critique vis-à-vis de lui, qui lui disait son avis, non pas pour le déstabiliser, mais surtout pour l'aider, si on peut dire, à améliorer ce qu'il faisait. Il est mort d'une mort naturelle. Alors, dis-nous, Si Mustafa, comment s'achève le règne de Moulay Ismaïl? De quoi il décède? De mort naturelle, en 1727, on avait dit qu'il a régné à peu près 52 ans, il avait 26 ans, hein, ça fait 76, 79 à peu près, disons 80 ans à peu près, donc d'une mort naturelle. Et auprès de lui, en 1727, auprès de lui, il y avait l'un de ses fils, il s'appelle Ahmed. Et il a été surnommé également Dhabi. Il était gouverneur de Tadla et c'est lui qui était à ses côtés à Meknès au moment de son décès. Donc c'est lui que les gens reconnaissent tout de suite pour qu'il soit sultan. C'est là que de nouveaux problèmes commencent dans l'histoire du Maroc, puisque les généraux de l'armée, de l'Bahr, de l'Udaya, etc. ne sont pas contents de lui. De Ahmed. Et il demande à son frère, Abdelmalek, de venir, je crois qu'il était gouverneur côté Dra aussi, le Massa, de venir pour le reconnaître comme sultan. Donc effectivement, il arrive à Fès, il est reconnu, les chefs de l'armée le reconnaissent et Moulay Ahmed est parti pour se faire une santé, comme on dit, c'est-à-dire il fait jouer les alliances, entre autres avec la Zaouia Hansal, qui va essayer de l'aider à reconquérir son pouvoir, c'est ce qu'il va réussir, mais ça va pas durer longtemps, parce qu'un autre frère, de nouveau, va rentrer en scène, Moulay Abdallah, et c'est là qu'on va avoir une guerre de succession entre les trois frères. Entre les trois frères et d'autres frères, parce que Abdelmalek Ahmed meurt, il reste pas longtemps. Il faut pas oublier que Moulay Ismaïl, comme il a vécu très longtemps, il a eu des enfants, il était encore jeune, et donc ses enfants ont grandi, il était très vieux, il était toujours en vie avec l'histoire de son fils Mohamed Al-Alam. Je veux dire, ses enfants, comme s'ils étaient un petit peu frustrés de la longévité de leur père, parce qu'il dit qu'ils l'ont même surnommé le Hayyid Daïm, parce qu'il était là, donc le permanent. Le permanent, d'où ça expliquerait peut-être cette compétition qui va également jouer un rôle très important dans l'histoire du Maroc, puisqu'il va ne reproduire un petit peu, malheureusement, les histoires qui a eu lieu entre les enfants de Ahmed al-Mansour Dahbidi Saadien, et ça va durer un petit peu 30 ans jusqu'en 1757 où va apparaître Sidi Mohamed Ben Abdallah qui va mettre de l'ordre de nouveau et qui va essayer de relancer la machine. Merci beaucoup Si Mustafa pour ces éclaircissements sur le règne de Moulay Ismaïl, et je donne rendez-vous à tout le monde pour un nouveau podcast Histoire. N'oubliez pas les amis de les partager, de les commenter, de les relayer. Nous avons besoin de vous pour exister. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.